Bonjour à tous, je suis Léa. Et moi, c'est Lorlaï. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire Lépron. Avant, c'était mieux. S'il est bien un domaine qui vient contredire et annihiler cette allégation, c'est l'équitation et sa jeune génération de cavaliers. Notre invité du jour participait l'été dernier à ses premiers Jeux Olympiques. Il n'avait alors que 24 ans et il prenait place dans l'une des équipes les plus solides du moment, l'équipe suisse. Mais Brian Balziger n'est pas que talentueux et doué. Comme nous, vous découvrirez au fil de cette conversation un Brian Balziger solaire, drôle, humble, qui n'hésite pas à se remettre en question pour avancer. Dans sa quête de performance, de victoire, de championnat, de médailles, Brian reste fidèle à son équipe, à son histoire, sa famille, ses valeurs et à ses chevaux, toujours. À l'instar de nombreux cavaliers de sa génération, il cherche à construire son sport sur un socle fondamental, la compréhension du cheval. Comprendre son cheval pour, comme il le dira lui-même pendant cet épisode, faire le job ensemble pour que le cheval travaille avec lui et non contre lui. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Bonne écoute. Pour la deuxième fois, nous avons pu compter sur le soutien de la marque Antares pour être partenaire d'un épisode I Am an Equestrian. Grâce au goût du détail et de la précision, Antares s'est imposé parmi les leaders mondiaux de la sellerie. La marque équipe aujourd'hui certains des plus grands cavaliers mondiaux, comme Brian Balziger. Attachée à la relation qu'elle entretient avec ses clients et partenaires, et pour les accompagner plus loin dans la recherche de la performance, Antares s'applique à rester à l'écoute des cavaliers et de leurs chevaux. Fabriquée à la main dans les ateliers de Saintes, la selle Antares est 100% sur mesure pour le cavalier et le cheval. Plusieurs modèles composent la collection dans chaque discipline, l'obstacle, le dressage, le cross ou l'endurance. Avec plus de 120 000 combinaisons, rien que pour les selles d'obstacles, la collection Antares saura satisfaire cavaliers et chevaux les plus exigeants. Lors du choix d'une selle, les experts Antares étudient avec précision la morphologie du cheval et du cavalier. Ils évaluent ensuite le fonctionnement du couple, son avancement dans le travail, ses objectifs. Les essais de selle permettent ensuite de recueillir le ressenti du cavalier et d'observer le confort du cheval en mouvement. Antares a à cœur de suivre ses partenaires et clients dans leur évolution de couple cheval-cavalier jusqu'au bout. Changement de musculature pour un jeune cheval, progression de l'équitation d'un cavalier, etc. Et ce, grâce à son service après-vente dédié. Brian Balziger a rejoint la team Antares à ses débuts en compétition il y a près de 10 ans. Sa sportivité, sa persévérance, sa simplicité se mariaient déjà parfaitement avec les valeurs dynamiques et familiales de l'équipe Antares. C'est une grande fierté pour Antares d'être aujourd'hui aux côtés de Brian dans son quotidien et en compétition. Toute l'équipe Antares lui souhaite de continuer à briller sur ses futurs exploits sportifs. Ces dernières années, Brian a prouvé qu'il méritait une place au premier rang dans son équipe, aux côtés notamment de Steve Gerda et Martin Fuchs. Et avant de vous plonger dans notre conversation avec Brian Balziger, je vous propose d'écouter les quelques mots que Martin a bien voulu nous livrer à propos de son compatriote, coéquipier et ami. Brian, c'est un cavalier formidable. Il a beaucoup de sentiments pour le cheval. On le voit monter des chevaux de différents types. Et puis, il est vraiment, c'est un grand talent, mais pas qu'un talent, il est déjà dans l'élite. Et puis, il est très, très fort dans la piste. J'adore pour le voir monter des parcours vite, parce que même s'il attaque ou même s'il est très, très vite, il est toujours très souple et simple. Il est très, très fort. Dans des parcours comme ça, il travaille avec les chevaux très en avant et puis il a beaucoup de sentiments pour les chevaux. Il monte aussi un cheval que moi j'avais eu avant et puis ça me fait plaisir pour voir la jument Dubaï aller si bien avec Brian parce qu'il est vraiment le cavalier parfait pour ce cheval. Et puis j'adore pour monter avec Brian dans l'équipe. Je sais qu'il donne toujours tout, nous sommes très copains. On a toujours un super temps au concours ensemble. Et puis, je pense qu'on peut avoir une grande future avec l'équipe de Suisse dans le futur grâce à Brian et Steve. Et puis, on espère pour avoir encore quelques autres jeunes cavaliers qui peuvent pousser derrière nous. Bonjour Brian. Attends, je vais regarder. Pardon. Faux départ. Je croyais que tu...
Bonjour Brian. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation pour cette interview. L'idée de notre podcast, on te l'a dit, c'est vraiment de découvrir des personnalités des sports équestres. Et toi, Brian, tu es une des étoiles montantes de notre sport, du grand sport suisse notamment. Et pour cause, en 2018, tu deviens champion de Suisse avec Clouseau, ce qui te permet de figurer dans l'équipe suisse lors de la finale de la Coupe des Nations de Barcelone. En 2019, tu participes de nouveau à des Coupes des Nations et pas des moindres, la Baule, Aix-la-Chapelle, Dublin. Cette même année, une première victoire au niveau 5 étoiles avec Dubaï, si je ne me trompe pas, Oui. lors des Longines Masters de Lausanne. Et le circuit indoor te réussit aussi plutôt bien avec une victoire dans l'étape Coupe du Monde d'Oslo. L'histoire commence à très haut niveau en 2020 avec 22 des Biches en étant deuxième de l'étape de Göteborg. Jusqu'aux Jeux de Tokyo cette année et la médaille d'or au championnat d'Europe par équipe avec l'équipe suisse et Akaas Courage. Tu as 24 ans, Brian ? C'est juste. Tu as 24 ans et je viens de décrire un palmarès qui pourrait en faire rougir certains. Nous avons à cœur de découvrir des jeunes talents, à l'instar, comme on l'a déjà fait, de Camille Condé-Ferreira, Édouard Lévy, Victor Lévesque dans le concours complet. On se rend compte que la vision du sport est parfois bien différente de celle des cavaliers seniors et c'est pourquoi on est vraiment très heureuse que tu aies pu prendre un peu de ton temps ici à Équitalion pour répondre à nos questions. On voudrait d'abord donc revenir un peu sur ton parcours, ton jeune parcours. Tu es né dans une famille de cavaliers. Tes parents ont un centre équestre familial et ton frère montait déjà à cheval. Du coup, est-ce que c'était un peu une évidence pour toi de te lancer dans ce sport en tant que professionnel ? Alors vraiment pour dire, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour imiter mes parents et mon frère. J'aimais pas ça à la base. J'allais seulement sur les poneys pour dire que je montais à cheval et que je faisais comme le reste de la famille. Mais après, petit à petit, je me suis pris au jeu. Et mon frère était plus âgé que moi et lui faisait déjà de la compétition quand il avait 10-11 ans. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, moi, on a 3 ans d'écart, 3 ans de différence. Et quand j'avais 8-9 ans, j'ai aussi dit, moi, tout d'un coup, j'aimerais aussi faire un peu des concours avec mes poneys. Donc j'ai commencé avec les poneys. C'était pas très brillant parce que j'étais pas très fort en poney, mais on avait beaucoup plus de chevaux à la maison. Et mon père, qui a toujours été mon entraîneur depuis que je suis tout petit et qui l'est encore maintenant, il nous a confié ses chevaux avec lesquels il avait déjà concouru. Et c'est là qu'à 10-11 ans, j'ai commencé à monter des chevaux et j'ai fait mes premières armes avec les chevaux. Et c'était assez spécial parce que mon frère était déjà dans les cadres suisses à cette époque-là, dans les Children. Et on était au championnat d'Europe à Athènes. Lui montait les championnats d'Europe et moi, voilà, je faisais ça plus comme un hobby, un passe-temps. Et il y avait le sélectionneur des Children qui était là et il m'a dit l'année prochaine, j'aimerais que tu sois dans l'équipe. Et moi, à 11 ans, j'ai dit ouais, c'est un peu beaucoup quand même. Et non, après, je suis rentré le lundi d'après, j'ai fait mes parcours. Et l'année d'après, j'étais dans l'équipe des Children. Donc c'est comme ça que ça a un peu commencé. C'est grâce à ces gens-là et qui m'ont poussé à faire ça. Donc au début, pas du tout. Au début, c'était vraiment pour faire plaisir à tes parents. Ouais, pas seulement pour leur faire plaisir, mais voilà, on avait les chevaux à la maison et on a une école d'équitation, donc il y avait plein d'autres enfants qui montaient en même temps et c'était le plaisir d'aller à cheval, d'être avec les copains surtout. Et en même temps, je faisais d'autres sports. J'ai fait pendant longtemps de l'athlétisme, du foot, du basket et je faisais beaucoup d'autres sports et c'est vrai que je me voyais pas trop être cavalier comme mes parents. Et tout d'un coup, il y a eu un déclic et j'ai continué comme ça. Tu regrettes ? Est-ce que tu as déjà regretté un jour ou est-ce que vraiment maintenant tu t'épanouis pleinement dans ta vie de cavalier ? Non, je suis pleinement épanoui et franchement, j'aurais pas pu espérer mieux en tout cas de continuer comme ça et aucun regret, que du plaisir. Tu te serais pas du tout vu faire autre chose ? Ou il y a quand même des métiers ou des études que peut-être tu aurais aimé faire ? Alors, au début, c'était compliqué avec mes parents parce qu'ils ne voulaient pas que je fasse seulement cavalier. Ils m'ont dit, tu dois finir une école au moins avant, après l'école obligatoire. Et c'est vrai que j'ai cherché pendant longtemps, j'ai été faire des stages à gauche, à droite pour trouver quelque chose qui me plaisait, mais c'était compliqué. Jusqu'au jour où je leur dis, j'aimerais bien faire le CFC. Chez nous, c'est professionnel du cheval, donc dans le monde équestre. Mais en même temps, j'ai continué l'école, j'ai fait une maturité technique. Et ils ont dit ça. Ok, on est d'accord, mais tu dois finir la maturité avant le reste. Et une fois que j'ai fini l'école technique et que j'ai eu ma maturité, là, ils m'ont dit, ok, tu peux faire ce que tu veux. Et je me suis donné à fond dans ma carrière et j'ai aucun regret. Et si c'était à refaire, je le ferais la même chose.
Brian, est-ce que tu peux nous parler de toi? Et est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quelles sont, je sais pas, tes qualités, tes défauts? Si on devait demander à quelqu'un qui te connaît bien, comment est-ce que tu penses que cette personne te décrirait? Oh, c'est compliqué ça. Ouais. On n'a pas dit que c'était une interview facile. Non, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup travailler avec mes chevaux et passer beaucoup du temps avec eux, apprendre à les connaître. Si ça c'est dans la partie équestre, on va dire, pour le reste, j'aime faire beaucoup de choses différentes, pas seulement monter à cheval, mais quand j'ai du temps, j'adore aller faire du paddle sur le lac, des tours à vélo, me balader, courir. Vraiment, voilà, faire des autres activités, passer plein de temps à faire différentes choses que seulement l'équitation. Et je suis quelqu'un qui adore aussi apprendre de nouvelles choses, que ce soit dans le monde équestre ou à côté aussi, pour des choses totalement différentes. Et ouais, je suis ouvert à beaucoup de choses. Et tes défauts? Des fois, là, il y a beaucoup de Parce que là, défauts. on dirait que tu es parfait. Hein. Il y a beaucoup de défauts. L'interview dure 1 heure, c'est ça? Ouais. On peut pas faire. Ça va être long Pas à tous plus, hein. tous On va les essayer de énumérer. s'arrêter 5 minutes avant qu'on puisse discuter un peu 2-3 autres sujets et c'est bien. Non, mes défauts, des fois, je vois trop un côté négatif quand ça va pas bien. Et des fois, j'ai du mal à passer par-dessus, mais... Et sinon... Sinon, je Il sais y en pas. a qu'un. Sinon, il y en a qu'un. C'est bon, pas c'est de bon. plus confiance. On peut passer à la Comme question ça. suivante, Brian. Quand on a donc préparé cette interview, en fait, on te connaît très bien, on t'a vu à Tokyo, etc. Mais finalement, on entend peu parler de toi, peut-être parce que tu es suisse et malgré le fait que tu sois francophone, on te voit pas assez. En tout cas, on a lu beaucoup tes interviews, notamment dans la presse suisse, mais pas que. Et il y a une thématique qui revient quasiment systématiquement dans ce que tu dis, dans tes propos, c'est l'importance que tu accordes au fait d'écouter tes chevaux, de savoir les respecter. Est-ce que tu peux nous illustrer ce qu'est pour toi être un homme de cheval? Quand est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il ou elle, si c'est une femme, est un homme de cheval? Alors, pour moi, c'est difficile de répondre à ça parce que alors, on a tous un peu nos critères et notre façon de faire avec nos chevaux. Après, moi, j'ai pas une manière de faire voilà, qui dit révolutionnaire ou quoi que ce soit. Je me vante pas par rapport à ça. J'essaie d'être juste le plus naturel possible avec mes chevaux, de me sentir bien avec eux et d'essayer de les comprendre pour qu'eux aussi se sentent bien et qu'au final, on forme un couple dans le parcours et pas que voilà, on soit l'un contre l'autre déjà pour le parcours et qu'au final, on soit vraiment une équipe et que on fasse le job ensemble et qu'on ait vraiment envie et sentir l'envie du cheval faire avec nous. Brian, tu le disais tout à l'heure, c'est ton père qui te coach depuis tes premières années à cheval. Comment est-ce que ça se passe, cette transmission entre père et fils? Comment votre relation est et est-ce qu'elle a évolué dans le temps? Ou est-ce que ça n'a pas modifié votre relation père-fils, coach-élève? Alors, j'ai la chance justement d'avoir ma famille qui était là-dedans et qu'ils sont toujours avec moi au quotidien. Maintenant, c'est sûr, c'est plus mon père qui est mon entraîneur, mais vraiment mon frère et ma mère aussi. Après, la relation que j'ai avec mon père, elle a évolué depuis que je suis plus jeune. C'est vrai qu'on n'a pas du tout la même relation que quand j'étais plus petit ou quand on a commencé. Il a toujours voulu le meilleur pour moi et je pense que c'est grâce à lui que j'en suis là parce qu'il m'a toujours poussé voilà, à m'améliorer et il était plus dur avant qu'il l'est maintenant. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ai progressé ou qui s'est assagi avec l'âge. Mais non, on va dire qu'on a une très bonne relation et on peut mettre de côté le côté sportif et le côté famille très bien. Donc c'est ça que j'aime aussi, c'est que même si je fais un mauvais parcours ou quoi que ce soit, on en parle 5 minutes après, mais ensuite on passe à autre chose et on passe au parcours suivant et on parle de différents sujets et pas seulement centré équitation. Donc c'est vraiment de trouver le juste milieu entre le côté sport et le côté famille. Et je trouve que c'est quelque chose de beau de pouvoir continuer à ce niveau-là en étant encadré avec les mêmes personnes qu'on avait au début. Et justement, est-ce qu'il y a un moment où en gagnant en expérience et à mesure que tu gagnais aussi en légitimité, est-ce que tu as eu le besoin, est-ce que tu as ressenti le besoin d'étendre un peu ton cercle de travail et d'intégrer des nouvelles personnes en fait à ton quotidien et à ton entourage sportif? Oui, alors c'est vrai que voilà, on n'en parle plus. Après, quand on est
Sur les concours, on parle toujours de l'entraîneur principal, mais il y a beaucoup de personnes aussi autour qui font beaucoup. J'ai un entraîneur de dressage qui vient une fois par semaine depuis 9 ans maintenant. Celle de dressage? Non, alors on travaille en dressage les chevaux de saut, donc c'est vraiment travail de base sur le plat. Et c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup pour moi et qui m'a aussi permis de monter des autres chevaux quand j'étais plus jeune. C'est monsieur Charles Froidevaux, il a gagné Grand Prix en saut et Grand Prix en dressage. Donc c'était aussi une personne très importante et qui l'est toujours, qui m'a aussi apporté ce côté dressage que je n'avais pas forcément au début. Et qui m'a aussi ouvert d'autres portes. Et donc on continue de travailler maintenant ensemble régulièrement. J'ai aussi été en stage chez Thomas Fuchs, le père de Martine. Et lui, c'était vraiment depuis des années, quand on rentre en Suisse dans le cadre national. Il était l'entraîneur de l'équipe de Suisse, donc je l'ai connu en junior et ensuite en jeune cavalier. Et quand j'ai justement fini ma maturité, je suis parti 6 mois en stage chez Thomas Fuchs. Et là aussi, j'ai appris énormément parce qu'il faisait déjà du haut niveau avec Martin. Et c'est vraiment ce palier entre passer de junior, jeune cavalier à élite qui est un grand palier à franchir. Et chez eux, j'ai pu apprendre et voir un tas de choses. Donc il m'a beaucoup appris. Et encore maintenant, en compétition, il est toujours là, présent à donner des conseils. Et aussi la famille Fuchs avec Martin qui est là. C'est un bon team suisse, on va dire. Hop Suisse. Hop Suisse. On va en reparler de cette équipe suisse un tout petit peu plus tard, mais pour continuer un peu dans cette lignée-là, on le disait, tu as 24 ans, tu es très jeune, mais tu sembles déjà t'être créé un vrai système très fort autour de toi qui te permet d'être performant et compétitif. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce système, des gens avec qui tu travailles? Parce que si je ne me trompe pas, tu es sur... 2 écuries, 2 structures un peu en parallèle. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler? Parce que ce sont des choses qui semblent essentielles aujourd'hui un peu à ta réussite en tout cas. Oui. Alors, j'ai aussi de la chance dans mon début de carrière, ma jeune carrière, d'avoir des gens qui m'ont soutenu et qui continuent de me soutenir maintenant. Et ça, c'est vraiment ce qui avait de plus important pour moi, c'est cette longévité qu'on voit sur le long terme. Et c'est vrai qu'à partir de 2011, j'ai fait un grand tournant, on va dire, 2016, pardon, un grand tournant dans ma carrière avec monsieur Olivier de Coulon qui a cru en moi et qui m'a confié des chevaux. Et c'est vrai que c'est pas facile quand il avait déjà sa propre écurie avec son propre système, d'avoir un jeune cavalier. J'avais 18 ans quand on a commencé ensemble. Et à la base, on avait juste 1 ou 2 chevaux, donc Clouseau qui faisait partie de ces chevaux. Et on a évolué ensemble. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est d'avoir pu progresser et évoluer avec cette écurie. Et maintenant, on a 10 chevaux de compétition ensemble. Et je le remercie pour ça et le remercie pour sa confiance qu'il ait cru en moi. Et il y a ce système-là avec cette écurie-là. Je dois dire, il gère très bien. Moi, je peux vraiment rester focalisé sur la compétition. Et c'est ça qui est aussi important, c'est de pouvoir gérer compétition et tout ce qu'il y a en dehors de l'écurie. Et avec ça, ça fonctionne très bien de ce côté-là. Et c'est vrai que je partage mes journées en 2 parties, on va dire, avec l'écurie justement chez Olivier de Coulon et mon écurie familiale, où normalement je suis tous les matins chez monsieur de Coulon et l'après-midi chez moi. Et chez moi, on a vraiment le centre équestre familial qui a continué depuis mes parents. Et maintenant, c'est mon frère qui s'en occupe plus. On a environ une 60aine de chevaux avec entre 120 et 130 élèves par semaine, de tout niveau, depuis les poneys jusqu'aux cavaliers de Grand Prix nationaux. Donc on a vraiment une grande structure pour ça. Mais j'aime bien ces 2 parties parce que ça me rappelle aussi de d'où on vient. Et c'est quelque chose qu'on a progressé ensemble aussi là-dedans. Et aussi 22 des Biches qui est dans l'écurie familiale. Donc vraiment j'ai 2 structures ou 2 écuries. Donc j'ai de la chance. Tu n'en as pas qu'une, tu en as 2. Non, on est dans le sens où mais les 2 me conviennent et les 2 vont très bien ensemble. Et aussi 22 qui a marqué un grand moment, ou un tournant, on va dire, de haut niveau. Quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était surtout que je comptais beaucoup sur Clouseau et j'avais pas vraiment de 2e cheval ou de cheval qui pouvait faire directement le 5 étoiles. Et comme on l'a dit, avec une 2e place à Göteborg en 2020, ça nous avait ouvert les portes pour la finale de Las Vegas, la finale Coupe du Monde, qui malheureusement, elle n'avait pas eu lieu à cause du Covid. Mais voilà, 20 a fait des beaux parcours et
Et je remercie aussi Christiana Duguay de m'avoir confié parce que ça aussi, je pense, à un cheval qui a déjà tant d'expérience. Et moi, j'étais nouveau à ce niveau-là. Et surtout que 22 avait déjà fait de gros parcours. Je pense que c'était aussi un choix à faire. Et je la remercie pour ce choix et j'espère que ça continue. Ça te tenait à cœur de garder 22 dans l'écurie familiale? Oui, ça me tenait à cœur. Après, on a eu une discussion entre nous. Après, c'était pas un choix plus un que l'autre, mais ça me tenait à cœur. Juste, voilà, c'est différent, mais l'un comme l'autre va très bien. Ce mois-ci, Brian, tu pointes à la 35e place de la ranking. Tu es rentré dans le top 50, malgré ton jeune âge quand même. Donc c'est un système qui fonctionne. Ces deux écuries, cet encadrement que tu as réussi à créer autour de toi. Est-ce qu'il y a une recette magique pour être aussi successful que toi à ton âge, quand on sait à quel point il est difficile pour un jeune cavalier d'atteindre le niveau d'une équipe senior, mais d'atteindre le niveau, mais aussi de l'intégrer, c'est-à-dire d'y trouver sa place et de rentrer dans les sélections? Alors, comme j'ai dit, j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes tout au long de ma carrière qui m'ont aidé et qui m'ont appris, et aussi des chevaux qui m'ont aidé et appris. Après, en Suisse, on a la chance avec ça, c'est qu'on est un petit pays, on est moins de cavaliers que certaines grandes nations. Après, on a des cavaliers très forts, évidemment, ça, et c'est aussi ça qui est beau, c'est ça qui pousse vers l'avant, comme Steve et Martin, qui sont deux exemples pour tout cavalier suisse, qui montrent toujours, qui veulent toujours être les meilleurs, les plus performants. Et pour moi, j'avais vraiment à cœur de figurer parmi cette équipe. Voilà, ça faisait 2 ans maintenant que j'avais commencé les CSIO, et je me suis dit vraiment, il faut que je m'accroche et j'ai envie d'y arriver. Et on va dire que l'encadrement, que ce soit entraîneur ou chef d'équipe, et ça faut aussi leur dire, qu'ils permettent aussi à des jeunes cavaliers de prendre leur place, comme notre ancien chef d'équipe Andy Kissler qui m'a donné la chance d'aller à la finale à Barcelone alors que voilà, on venait de commencer à ce niveau-là, et ensuite c'est aussi grâce à lui que je suis rentré un peu là-dedans. Après, je pense pas qu'il y ait de recette miracle, il faut aussi un peu de chance avec les gens avec qui on a autour de nous, et avoir les bons chevaux, les bonnes personnes autour de nous, les propriétaires, et sortir une fois le parcours qu'il faut quand il le faut aussi. Ça, il faut le dire. Mais après, je pense qu'il compte, c'est de travailler avec ses chevaux, de aussi se faire plaisir. Parce que des fois, quand on n'est que dans le sport, on oublie un peu la partie cheval, et c'est ça qui est des fois un peu, pas triste, mais dans le sens où on oublie tout ce qu'on doit faire jusqu'à que le cheval il saute, comme il le saute à un Grand Prix Coupe du Monde ou bien une Coupe des Nations. Ça fait des années de travail avant. Et des fois, on oublie un peu cette partie-là, et c'est là qu'il faut un peu se focaliser ou se remettre en question sur la façon de faire avec ses chevaux et d'essayer de ramener les chevaux dans la meilleure position possible. Voilà, c'est une éternelle remise en question et de se dire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Mais je dirais, il faut toujours croire en son système et continuer dans la façon qu'on fait depuis toujours. Il y a tout le temps des choses à améliorer ou à faire différemment, mais il faut croire en soi. Et si d'ailleurs on fait une comparaison, là tu le disais tout à l'heure que la Suisse c'est une plus petite nation, mais si on faisait une comparaison avec le sport français, est-ce que tu penses qu'en Suisse vous avez autant de bons jeunes cavaliers qu'on en a en France? Parce qu'on le disait aussi juste avant avec Pénélope, c'est difficile pour un jeune cavalier talentueux de prendre sa place dans l'équipe senior qu'on connaît aujourd'hui avec des filles Prosier, Simon Delestre, etc., etc. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une comparaison entre ces deux nations à ce niveau-là? Alors on peut faire une comparaison. Après, comme j'ai dit, on est moins de cavaliers. Et je dirais que pour ça, on peut permettre de donner la chance à des jeunes qui montent, parce qu'on a un moins grand réservoir de cavaliers de tête que, par exemple, l'équipe comme la France, la Belgique. Donc ça permet à des jeunes comme moi ou des autres qui sont aussi dans l'équipe, comme des jeunes qui étaient en Espagne ce week-end, qui ont permis de monter aussi. Et donc ça, je pense, ça donne justement plus de place à certains jeunes Suisses qui peuvent se permettre de monter. Est-ce que tu te souviens du moment où on t'a annoncé que tu allais rentrer dans l'équipe de Tokyo, que tu avais ton ticket, que tu serais dans l'équipe et que tu allais participer à la compétition? Oui, je m'en souviens. Voilà, c'est Michel qui m'a appelé. Et tout de suite après, j'ai voulu appeler mon père et lui m'a répondu. Bon, je savais déjà. Du coup, j'ai un peu loupé l'effet de surprise, mais c'est difficile sur le moment de se rendre compte. Ça fait depuis que je suis petit que c'était un objectif et un rêve. À chaque fois que je montais mes chevaux tous les jours et que j'avais un moment de doute ou comme ça, je me disais dans ma tête, allez, tu travailles pour ça, pour des moments comme ça. Et
finalement, c'est passé très vite le temps après jusqu'à Tokyo parce tout est venu assez vite et au final, c'était que du bonheur et maintenant, j'ai qu'une seule envie, c'est de voir pour Paris 2024. C'est d'y retourner, évidemment. C'est ça. Tu le disais là à l'instant, on sait que l'équitation, c'est un sport difficile, avec des hauts, des bas. Les choses peuvent être très rapidement remises en question avec un cheval. Comment est-ce que tu vis ça, le fait de te dire aussi, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter, une blessure, une incompréhension, etc. Comment est-ce qu'on arrive à toujours travailler encore et encore? Est-ce que c'est justement ces rêves-là, olympiques ou de grands championnats, qui te font poursuivre? Alors moi, ça a toujours été de viser plus haut et de voir toujours plus loin qui m'ont poussé à m'améliorer, à toujours vouloir faire mieux. Après, je dirais que je pense vraiment pas trop aux blessures, au fait de plus pouvoir monter le lendemain ou quoi que ce soit, parce que dans ces cas-là, je ferai pas mon sport, je ferai quelque chose d'autre parce que ça me tient vraiment à cœur et même quand j'y parle maintenant, j'ai un peu des frissons et que si c'était à faire, je ferais exactement pareil, même mieux si je pourrais. En tout cas, j'ai toujours dans l'idée de vouloir me surpasser et je pense qu'on a un sport pour ça qui est vraiment beau, c'est qu'on peut avoir 20 ans ou bien 60 ans, on peut gagner une Coupe du Monde, la même chose et c'est vrai que c'est maintenant... Pour moi, c'est surtout de tenir sur la longévité et pas seulement faire un one-shot, comme on dit, arriver au haut niveau et puis plus rien du tout. Mais en tout cas, pour ça, il faut continuer de travailler, que les gens continuent de nous faire confiance pour avoir de bons chevaux et de continuer de travailler avec ces chevaux et de faire avec eux. Dans cet épisode, vous entendez beaucoup parler de cette équipe suisse si forte et d'un certain Michel Sorg. Si vous ne savez pas encore qui est Michel Sorg, pas d'inquiétude. Nous avons eu l'occasion de partir à sa rencontre. Dans l'épisode 40, découvrez le chef d'équipe suisse, sa personnalité, son parcours, son rôle et ses ambitions pour ses cavaliers. 64 autres épisodes sont disponibles gratuitement à l'écoute sur toutes nos plateformes de streaming, alors n'hésitez pas à aller découvrir ces grands hommes et femmes de chevaux. Je vous laisse poursuivre cette conversation avec Brian Balziger. Donc tu as porté la veste de ton équipe, tu as représenté ton équipe dans la plus belle compétition au monde, les Jeux Olympiques. Et dans une interview que tu avais donnée pour Suit for Life, tu avais dit que tu étais convaincu que Steve Gerda était un exemple à suivre, notamment parce qu'il privilégie les Coupes des Nations et qu'il se bat pour le sport plutôt que de courir des épreuves qui sont peut-être souvent plus dotés, que c'est dans ces coupes des nations qu'on a les plus belles places, qu'on a le plus beau sport et que le sport est vrai. Est-ce que tu confirmes toujours ça? Et après avoir vécu l'expérience olympique, est-ce que tu vas être encore plus profondément attaché au fait d'aller porter ton drapeau national dans ces compétitions-là? Alors pour moi, monter pour l'équipe de Suisse, c'est toujours quelque chose de spécial. Que ce soit à Tokyo, bien sûr, c'était un événement extraordinaire et vraiment un sentiment super. Ou bien que ce soit un autre prix des nations, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport à une épreuve normale. Et je pense, comme Steve le dit, il n'y a rien d'autre comme concours que ce genre de sentiment qu'on peut avoir quand on monte pour son pays et quand on devrait faire un sans faute ou une bonne performance pour son pays. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre sport quand on monte pour l'équipe. Et en parlant de cette équipe suisse forte, composée de Steve et de Martin Fuchs, deux cavaliers très expérimentés, très talentueux, mais aussi très humbles et avec un esprit d'équipe très ancré. Dans quelle mesure le fait de rejoindre le haut niveau avec une telle équipe aussi forte, c'est une chance pour toi? Est-ce que tu les considères comme un accélérateur, comme un moteur dans la performance de pouvoir compter sur de tels coéquipiers? Moi, je suis sûr que oui. Pour moi, ça a toujours été deux exemples, deux modèles. Steve, ça fait des années maintenant qu'il est au niveau. Bon, Martin aussi, mais Steve, je l'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'étais encore un enfant qui rêvait de faire ce niveau-là. Et qu'il était déjà une star. Et qu'il était déjà une star. Et je l'ai vraiment suivi tout au long de sa carrière et le nombre de résultats, de victoires, de tout ce qu'il a fait. Et je me suis toujours dit, moi, un jour, j'aimerais être comme lui et faire ces concours-là. Et avec lui et Martin maintenant dans notre équipe, Martin qui est aussi un gagnant et un cavalier de championnat hors pair qui cherche toujours à être devant et à se surpasser. Et pour ça, pour tous les jeunes, pas que les Suisses, pour tout le monde, je pense que c'est des exemples à suivre. Et surtout que maintenant, ça fait des années qu'ils sont à ce niveau-là et qui
qu'ils y restent, et surtout avec des chevaux différents. Je pense que ça, il faut aussi le noter par rapport à d'autres cavaliers qui ont réussi à amener des nouveaux chevaux, des chevaux avec moins d'expérience, mais quand même à ce niveau-là, et de pouvoir durer avec d'autres chevaux, c'est vraiment magnifique. Et d'obtenir de belles victoires avec tant de chevaux aussi. Ça ne veut pas seulement dire que c'est des bons cavaliers, mais des hommes de chevaux aussi qui arrivent à renouveler avec de nouveaux chevaux, voilà, en gardant le même système, comme on l'a dit tout à l'heure, mais toujours en se remettant en question. Et quand on est dans l'équipe avec eux, comme à Riesenbeck, où dès le barème C, ils sont à fond, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être à fond avec eux. Et c'est ça qui est beau. Et je pense après les jeux, on était un peu déçus. Voilà, 5e, on était content du résultat, mais on aurait voulu le faire d'une manière différente. En tout cas, pour moi, j'avais fait un super premier tour, et après, deuxième tour... moins bien, mais 16 points, mais... on rigole parce que c'est la... en rire, hein. Non, mais c'est la mimique qu'il y a eu, c'est juste ça, il faut illustrer un peu le pourquoi on rigole comme ça. Il y a un petit jeu d'épaule. Donc on est rentré, puis tout de suite, eux, ils sont directement repartis au concours, moi aussi, et ils ont directement continué à vouloir aller de l'avant et à pas penser, voilà, pour eux c'était une déception en individuel et en équipe, parce que je sais qu'ils voulaient une médaille. Et ensuite, pour ça qu'à Riesenbeck, on avait un peu la rage de vouloir se battre et de faire mieux que ce qu'on a fait. Et au final, voilà, tout s'est passé comme on voulait, et c'était magnifique. Quand tu montes avec ces coéquipiers-là, hein, avec Martin et avec Steve, tu le dis, tu as de la rage, mais est-ce que tu as aussi parfois, à certains moments, de la pression d'être coéquipier de Steve Gerda et de Martin Fuchs, et de te dire aussi j'ai moins le droit à l'erreur, ou est-ce que tu peux avoir le sentiment que tu n'as pas trop le droit à l'erreur parce que justement tu es dans cette équipe? Non, après, quand on est dans l'équipe avec eux, on se dit, de toute façon, ils vont faire sans faute, ou au pire 4 points. Mais on sait que dans le sport, c'est pas comme ça, on l'a vu de nombreuses fois. Après, j'essaie pas d'avoir de pression extérieure. S'il y en a qui se met de la pression à moi-même, c'est déjà moi, je m'en mets déjà assez, donc j'essaie de faire un peu le vide avec le reste. Et au final, pour que je sois le meilleur, il faut que je monte comme je suis moi et pas par rapport aux autres. Et c'est aussi ça dans l'équipe, eux, ils m'ont jamais mis la pression ou quoi que ce soit. Et je sens aussi qu'ils ont confiance en moi, et maintenant, depuis les derniers concours qu'on a fait ensemble, on est vraiment une équipe soudée, une famille aussi. On est tous très proches, et du coup c'est ça qu'on ressent un peu quand je monte avec eux, c'est qu'on a tous envie de donner le maximum, mais voilà, on sait que c'est vite arrivé de faire 4 points, 8 points ou plus, mais de rester concentré sur la compétition. Est-ce que tu trouves ta place aussi, et en tout cas, comment tu la décrirais, cette place? Est-ce que tu as l'impression d'être vraiment partie de l'équipe, ou comment tu te sens aussi? Est-ce que tu sens que tu es un peu le petit jeune qu'on a besoin de venir épauler, ou est-ce que vraiment tu as trouvé ta légitimité et tu es un membre de l'équipe à part entière, et voilà? Ah non, je suis vraiment le petit jeune, hein. On va dire, par rapport à eux, voilà, je viens de commencer et je me prétends pas du tout d'être comme eux ou quoi que ce soit. Je suis un coéquipier, je fais tout pour être le meilleur quand je suis dans l'équipe et quand je suis avec eux. Après, on est aussi, voilà, d'un côté, on est à la concurrent quand on rentre en piste. Donc, s'ils sont devant, je vais aussi essayer d'aller les battre, hein, ça c'est clair. Mais après, je reste le nouveau, et c'est à moi de maintenant continuer de monter et de rester comme eux, ils l'ont fait à ce niveau-là pendant des années. Et j'espère qu'on puisse continuer de longues années encore ensemble. On va revenir sur Tokyo et ses 16 points. Parce que c'est quand même un événement important. Ok, en effet, peut-être le parcours ne s'est pas réalisé comme tu l'aurais espéré, mais tu as seulement 24 ans. Ce sont tes premiers Jeux Olympiques. Comment est-ce que tu as vécu cette échéance, l'avant, l'après? Comment est-ce que tu t'es préparé, et comment est-ce qu'on vit ces parcours-là qui se réalisent peut-être pas forcément comme on l'a espéré, mais qui sont si importants? Alors, avant Tokyo, il me semblait que le temps a passé... C'était long. Ah oui. Très long. Depuis le jour où on a annoncé l'équipe jusqu'au moment du départ, voilà, je comptais les jours jusque-là. Et après, une fois qu'on y est, il me semblait que le temps a passé très vite. Même si on est resté... Moi, je suis resté 10 jours dans le village avant de pouvoir faire la compétition, parce que je n'ai pas monté en individuel. Et c'est vrai que quand l'épreuve individuelle a commencé... Là, j'ai commencé à sentir une certaine pression, parce que je me suis dit, moi, je suis pas encore en train de sauter, les autres, ils sont déjà en parcours. Et c'est vrai que là, je me suis un peu refait le film 15 fois dans ma tête, si je serais prêt le jour J.
Mais après, je suis resté, on va dire, sur mes bases et aussi sur ma jument en qui je fais pleinement confiance. Et on va dire que le temps là est passé tout d'un coup plus vite, même très vite, jusqu'à la première épreuve par équipe où là, voilà, j'ai fait le parcours que je voulais et 22 a sauté vraiment magnifiquement bien aussi. Et c'était sans faute et là c'était vraiment une explosion de joie. Tout ce que j'ai retenu pendant tout ce temps pour en arriver là, c'est sorti en une fois pendant ce parcours et c'était vraiment un moment magnifique. Et ouais, c'était très beau et j'aurais voulu faire ça le lendemain dans la deuxième manche. Après, j'étais parti dans la même idée, j'ai voulu faire mon plan exactement pareil. Et c'est vrai que j'ai fait une faute après la rivière et ça nous a déstabilisé un peu avec 20, je l'ai un peu perdu. Et c'est vrai que là, j'aurais dû prendre un peu plus de temps pour la remettre en équilibre parce que tout s'enchaînait très vite à la fin. Et c'est un score très lourd qu'on n'a jamais fait sinon le reste de la saison ou même depuis que je l'ai. Donc ça a pesé un peu. Mais après, je peux pas en vouloir parce que le premier jour, c'était un parcours magnifique. Et jusque là, la première faute, j'avais vraiment un bon sentiment. Il me semblait pas que j'ai fait de trop grosses fautes. Mais c'est vrai qu'ensuite, tout s'est enchaîné et 16 points, ça faisait un score lourd par rapport au parcours que c'était. Mais en tout cas, c'était une belle expérience. Et maintenant, il faut travailler pour faire mieux. Mais justement, on en retire des choses de ces parcours-là parce que c'est OK, un score lourd et à la fin, tu ressors forcément des questions techniques et comment est-ce que tu dois mieux monter, etc. Mais j'imagine qu'en repartant de Tokyo, tu as appris des choses. J'ai appris énormément de choses et aussi c'est une compétition totalement différente par rapport auquel on vit. Voilà, c'est tous les 4 ans déjà, donc c'est différent. Mais ensuite, l'ambiance, le village olympique, pour moi, c'est ce qu'il y avait de plus beau, c'était de rencontrer des autres athlètes de différents sports et de voir en fait que tout le monde se donne à fond dans son sport, quelle que soit la discipline, quel que soit le pays. Et c'est ça qu'il y a de plus beau. Maintenant que tu as eu cette première expérience olympique, on va dire ce tour de chauffe, qu'est-ce que tu vas Tour de chauffe. Qu'est-ce que tu vas mettre en place là dans les 3 années à venir pour débarquer à Paris plus près que jamais? Alors, je vais continuer comme j'ai dit, il faut rester dans sa structure, dans son modèle. Après, c'est vrai que c'est dans 3 ans, donc il faut penser déjà au futur et aux futurs chevaux aussi. Parce que voilà, j'ai des chevaux extraordinaires que je monte maintenant, mais est-ce que dans 3 ans ils seront toujours compétitifs ou est-ce qu'ils auront toujours l'âge pour être à ce niveau-là? Donc il faut penser à la relève de ces chevaux-là. Et pour ça, maintenant il faut voir des chevaux qui sont peut-être un peu plus jeunes, avec lesquels il faut se former et avec qui vraiment il faut faire un couple. Parce qu'on l'a vu au jeu, tous ceux qui étaient devant c'était vraiment des couples et à la fin c'est ça qui a payé. Et je ne pense pas qu'il y ait eu d'outsiders ou quoi que ce soit. C'était vraiment des cavaliers avec leurs chevaux avec qui ils ont des longues années ensemble. Et c'est ça qu'il faut voir pour Paris, c'est vraiment d'avoir son cheval avec soi, formé, et aussi que tout soit prêt pour le jour J. Et dans ta préparation, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas faire différemment, justement parce que tu as appris un peu pas de tes erreurs, mais tu vois, de ton expérience, en tout cas à Tokyo? Alors dans ma préparation, je dirais, Tokyo c'était vraiment le plus haut parcours que j'ai fait, en tout cas les 2. Donc c'est vrai qu'il faut après avoir une certaine routine à ce niveau-là et sur ce niveau-là. Et ça peut-être qui me manquait un tout petit peu sur la fin, c'était justement de pouvoir gérer un peu après un gros effort, de prendre un peu plus de temps. Et c'est vrai, on a les Grands Prix 5 étoiles et ensuite ce serait vraiment de pouvoir cibler comme les font les meilleurs cavaliers quand ils ont leurs meilleurs chevaux qu'ils aient dans les plus gros Grands Prix et d'être présents aussi comme ce serait une finale des Jeux Olympiques mais dans les autres Grands Prix avant. Et après de vraiment faire la préparation au mieux pour arriver en forme le jour J. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont Mehdi Gedraoui et Charlotte Macaulay parlaient hier au micro pendant l'épreuve du vendredi soir à Équitalion. Apprendre à gérer un cheval, c'est presque tout aussi important finalement que la technique et à dresser un cheval. Le gérer dans le temps, essayer de l'amener au meilleur niveau et surtout le garder, c'est vraiment les points sur lesquels peut-être les cavaliers doivent aussi réfléchir. Alors ça c'est sûr, en plus tous les chevaux sont différents et tous les chevaux n'ont pas besoin du même système ou n'ont pas besoin de sauter les mêmes épreuves. Il y a des chevaux qu'on a vus avant les Jeux, ils ont fait peut-être des parcours 1m30, 1m40 et il y a des chevaux qui ont fait des grands prix
5 étoiles presque tous les week-ends avant de partir au jeu. Donc ça, c'est différent par rapport à chaque cavalier et à chaque cheval. Et je pense que c'est là que les cavaliers doivent se poser la bonne question, qu'est-ce qui est bon par rapport à son cheval et ce qu'il faut faire. Après, ça dépend vraiment toujours du cheval et du système qu'on a. Et c'est ça qui est difficile dans notre sport, c'est d'être prêt à une épreuve et de savoir la préparation qu'il fallait faire avant, que ce soit pour un grand championnat ou même lors d'un week-end de Coupe du Monde. Est-ce qu'on a fait la bonne épreuve avant, la bonne préparation, si je devais sauter les 1m50 ou les 1m60. Donc ça, c'est vraiment chaque cavalier qui doit connaître son cheval au mieux et de tout mettre en œuvre pour qu'il soit prêt pour le Grand Prix ou pour le jour J. Ce dont tu es en train de parler, le fait de savoir gérer un cheval et l'amener pour une échéance à l'instant T, à être performant, c'est un peu ce qu'on a retrouvé chez Peder Fredriksson quand même. C'est une des qualités qu'on a envie de mettre en avant chez lui. C'est quand même un cavalier qui garde ses chevaux, qui les amène vraiment à être le jour J, mais présent 100% performant pour le concours pour lequel il a décidé d'être là. Oui, c'était ça qui était beau aussi, c'est quand j'étais avec lui à Rotterdam et c'était la première fois qu'il refaisait un Grand Prix 5 étoiles depuis très longtemps, le cheval. Et il était classé dans le Grand Prix, puis il me parlait qu'il le sentait super et que c'était difficile pour les qualifications par rapport aux autres parce qu'il n'avait pas fait autant que les autres chevaux. Et au final, on voit que lui connaissait son cheval et il a dit qu'il serait prêt le jour J. Donc là, il faut aussi que les coéquipiers et l'équipe lui fassent confiance dans le sens que il a fait son planning comme il le voulait, en tout cas pour son cheval, et qu'au final, ça a payé pour lui. Et ça, je pense aussi dans certaines autres équipes, où comme en Suisse, on a de la chance, c'est que voilà, on n'est pas beaucoup, comme on l'a dit, mais après, si on veut faire notre plan avec notre cheval, il nous laisse le faire vraiment totalement de A à Z. Après, bien sûr, ils disent s'il y a des qualifications à faire ou quoi, mais c'est de vraiment pouvoir gérer son cheval au mieux pour être prêt le jour J. Il y a un autre sujet, Brian, sur lequel on échange beaucoup avec nos invités dans notre podcast. On a interviewé beaucoup de cavaliers, beaucoup de personnalités différentes. Je pense notamment à 2 cavaliers qui s'opposent pas mal sur cette question, qui sont Kevin Stott et la cavalière française Marie Pellegrin, sur le fait que l'équitation, c'est un sport qui consomme énormément de temps et d'énergie. On traverse le globe entier pour participer aux plus belles compétitions. On prend la route, le camion. On part du mercredi au dimanche. C'est éreintant, fatigant et à la fois ça donne beaucoup de joie et de satisfaction. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te fait vibrer, qui te donne envie chaque jour d'aller au concours, chaque semaine de recommencer encore, ou est-ce que tu penses que dans quelques années, alors aujourd'hui tu es encore jeune, mais dans quelques années tu seras peut-être lassé de ces allers-retours et de ces concours à répétition? Non, là, en tout cas, j'espère pas. J'espère continuer ce sport pendant longtemps. Mais je pense que tous les cavaliers doivent trouver un peu leur système et leur façon de se gérer. On sait que voilà, il y a des cavaliers, ils adorent aller au concours tous les week-ends ou même tous les jours s'ils pouvaient. C'est vraiment des cavaliers, ils adorent le concours et la compétition. Et d'autres qui aiment autant travailler leur cheval à la maison ou bien d'être un peu plus calme pendant une semaine. Et ça, c'est vraiment chaque cavalier à sa façon de faire et à son ressenti. Après, quand on voyage dans tout le monde à travers ou comme ça, il faut aussi avoir l'écurie pour et aussi laisser le temps aux chevaux de se gérer et de se remettre en forme. Après, c'est vrai que c'est un sport où est-ce qu'on pourrait aller au concours tous les week-ends. Il n'y a vraiment aucune pause, on pourrait faire presque du 5 étoiles tous les week-ends. Mais après, il faut aussi regarder sur la durée et aussi sur la façon de vivre, de pouvoir aller au concours. Je pense que ça doit être le plus de la semaine, c'est de pouvoir montrer le travail qui a été fait derrière. Et ensuite, de retourner à la maison, ça doit aussi être quelque chose qui fasse plaisir, de pouvoir retrouver sa terre, on va dire, et de pouvoir retravailler et de se remettre un peu dans son système, parce que c'est vraiment opposé. Le dimanche, on a toutes les lumières et tout le monde qui nous regarde, et ensuite on arrive le lundi matin et il faut se remettre en jambes. Donc d'un côté c'est difficile de pouvoir switcher, et de l'autre je pense que c'est important de pouvoir se remettre dans sa bulle un peu et de se refocaliser sur le week-end qui va arriver, et après de prendre du temps aussi pour ça. Et tu crois que
les conditions actuelles de la ranking et des qualifications au championnat, etc., ce serait possible pour un cavalier de faire le choix, un peu comme Marie Pellegrin, d'avoir une vie personnelle un peu plus large, une vie sportive un tout petit peu plus restreinte, de ne pas aller au concours forcément tous les week-ends? Ou est-ce que vraiment, si on est un cavalier aujourd'hui qui aspire au rêve olympique notamment, ou qui aspire à vraiment faire partie des meilleurs, on n'a plus vraiment le choix que de participer au concours tous les week-ends? Alors, je pense pour un cavalier qui veut figurer parmi le top 10 ou le top 20 ou top 35 comme top... toi. On n'est pas obligé, mais on va dire c'est le système qui est fait comme ça, pas qui oblige, mais qui force les cavaliers à toujours vouloir plus. Et c'est vrai que des fois, plus ça fait aussi moins, dans le sens on prend un peu moins le temps de former des chevaux, du temps pour soi, et qu'on passe un peu trop de temps à être au concours, à être justement speed, parce qu'il faut faire des points, il faut que j'aille là, il faut que j'aille à un autre endroit pour faire plus de points. Et c'est ça peut-être le système il fait un peu, c'est que si on veut être numéro 1, il faut aller presque tous les week-ends au concours pour y être et pour le rester. Après, justement, c'est ça la différence avec les championnats, c'est qu'on voit par exemple au championnat d'Europe un cavalier qui était moins haut dans la ranking, André Thiem, il est champion d'Europe, et pour ça, lui, il a fait aussi tout en œuvre pour que sa jument soit prête le jour J. Et après, c'est aussi différent dans le sens que, bien sûr, il avait moins de chevaux que les autres ou quoi que ce soit, mais qu'après, même si on est moins haut dans le ranking, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut être moins bon lors d'un championnat ou des Jeux Olympiques, par exemple. On va arriver bientôt sur la fin de cette interview, Brian, on va bientôt te libérer. Déjà. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu vois l'avenir de ta carrière? Je crois savoir que tu donnes pas mal de cours quand même dans le centre équestre familial. Moins. Un peu moins. Un peu moins. Les concours obligent, font c'est que tu en donnes un peu moins. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, que tu aimes faire? Que peut-être, j'imagine qu'aujourd'hui tu as envie de monter à cheval, mais que peut-être tu pourrais imaginer pour le futur? Alors pour l'instant, je me donne à fond dans ma carrière et j'ai vraiment envie de rester focalisé là-dedans. Donc ça passe un peu les cours, on va dire, après. Mais par contre, j'aime donner. C'est pas quelque chose que j'aime pas faire. Donc c'est vrai que j'aime aider mes cavaliers ou bien les apprentis qui sont chez nous. J'aime leur donner des cours et j'aime aussi apprendre et leur donner des conseils. Donc c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Mais pour l'instant, c'est à fond pour le saut. J'ai une dernière question. Tout à l'heure, tu disais que tu étais allé dans le village olympique à Tokyo. C'est rien à voir, hein. Mais que tu disais que tu avais beaucoup regardé les sportifs. Est-ce qu'il y a un sportif, suisse ou non, dont tu t'inspires, qui n'est pas dans les chevaux, et peut-être pourquoi? Alors, il n'était pas au village ce jour-là. Pour moi, c'est Roger Federer, évidemment. Ah non, Michel Sorg a dit la même chose. Voilà, c'est un exemple pour nous, mais je pense que si j'étais pas suisse, je dirais la même chose. Mais non, il n'était pas au jeu à Tokyo. J'aurais bien voulu le rencontrer. Je l'ai déjà rencontré en Suisse, mais c'est vraiment un sportif que je suis avec plaisir et qui est un exemple, pas que le côté sportif, mais aussi humainement. Alors moi, j'ai souvent tendance, quand je parle avec des amis qui ne sont pas cavaliers ou que je parle par exemple de Steve Gerda, à le comparer à Roger, à le mettre un peu en parallèle. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vraiment ils ont quand même des similitudes et un espèce de dénominateur commun comme ça dans leur personnalité, dans leur identité sportive? Alors dans leur identité sportive, oui. Steve, c'était toujours un exemple aussi pour moi, pas seulement quand il est à cheval, mais aussi dans l'idée qu'il a d'amener ses chevaux et de se gérer aussi lui-même, et aussi par rapport au sport, parce qu'il fait beaucoup pour le sport pour nous, et je pense qu'on a besoin des personnes comme ça qui se donnent à fond pour le sport et qui vivent pour ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Brian, pour la suite? que j'espère vous revoir bientôt. Ça fait plaisir. On espère te voir à Paris surtout. Ouais, on espère te voir à Paris. On sera là demain pour te soutenir pendant le Grand Prix. Merci. On te souhaite une bonne fin de week-end et à bientôt, Brian. Merci à vous, à Merci, bientôt. Brian.